Bonjour et bienvenue pour le KaiCast épisode 198. Aujourd'hui je suis avec Marie. Bonjour. Et nous allons parler d'un des épisodes les plus mal aimés de la saison 2. Je dis bien un des plus mal aimés. Oui, c'est marrant parce que moi j'en avais un tellement bon souvenir. Exactement, nous allons parler de l'épisode Love and Monster ou en français Linda. Love and Monster, diffusé en Angleterre, le temps que je retrouve la date. Le 17 juin 2006. Exactement, et en France Le 1er février 2007. Oh, tu fais bien ça. N'est-ce pas? On a préparé ça. C'est le 10e épisode de la saison 2, on approche de la fin de la saison 2, tu te rends compte? Oui. Et c'est le premier épisode de Dr. Less. Oui, donc ce sont donc des épisodes, en tout cas de la nouvelle série. De la nouvelle série. Oui. La série classique, il n'y en a pas beaucoup. Ah, honnêtement, il y a certains épisodes de la période Hartnell qu'on peut franchement considérer... Alors, à part celui où qui est réellement Dr. Less, où effectivement on le voit quasiment jamais, il y a quand même des épisodes où on le voit pas souvent. Hein. Oui, il y en a, mais il y en a un seul. Je parle d'histoire, hein, parce que sinon, Oui. si tu parles d'épisodes dans des histoires, oui, effectivement. Oui, mais si tu parles d'histoire, le seul où il n'y a aucun du cast de base, même si William Hartnell est crédité, c'est Mission to the Unknown. Ouais, je sais. Ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un épisode dont je disais un peu mal aimé, parce que c'est vrai que quand on en parle un peu, les gens se rappellent surtout du monstre. Oui, qui n'est pas vraiment le point fort de l'épisode. Exactement, et assez rarement de l'épisode en lui-même. Oui, c'est ça. Moi, à chaque fois qu'on y pense, je pense même pas au monstre, je pense à la blague de fin. Oui, ça c'est encore pire. On en reparlera. Je pense encore. Donc nous allons parler d'un épisode sans docteur, il y a une raison à ça. C'est parce qu'ils avaient besoin, ils voulaient gagner un peu de temps dans la production, donc ils ont réussi à placer ça. Donc David Tennant et Billie Piper étaient occupés en fait à tourner le double épisode de Planète du Diable. Oui, c'est logique et ils n'ont fait que quelques scènes pour cet épisode. Exactement. Et donc le scénario est de Russell T. Davies. L'épisode est réalisé par Dan Zeff. Et l'Absorbaloff a été dessiné par un petit gamin suite à un concours Blue Peter. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi je ne critiquerai jamais ce brave Absorbaloff. Mais cela dit, quand on regarde le dessin, c'est pas une si bête idée. Hein. Non, quand on regarde le dessin est assez différent, quoi. On voit qu'il y a, tu vois, quand je te montre le dessin. Oui, mais la base est là. La base est là. Voilà. Hein, c'est pas. Mais bon, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas nous faire un résumé. Tout à fait. Alors, l'épisode suit un jeune homme qui s'appelle Elton, comme Elton John d'ailleurs. Elton Pop. Je trouve ça drôle. D'accord. Pope, oui. Ah oui, Pope. Ok, d'accord. Elton Pope, donc, qui est une sorte de vlogueur. Oui, qui raconte sa vie sur Internet avant que ça soit à la mode. Attends, je vais regarder, pendant que tu continues à regarder, je vais regarder la date de YouTube parce que ça me rappelle énormément ce qu'était à peu près à cette même période, je pense, Dr. Horrible, Sing-Along, je sais plus comment ça s'appelait réellement. Dr. Horrible, avec, tu sais, avec... Oui, comment il s'appelait ? Donc YouTube a été créé en 2005. Oui. Et Elton parle et fait du vlog en fait en 2006. Oui. Donc il est assez précurseur, même si ça se faisait déjà beaucoup. Tout à fait. Je vais aller voir à quelle période c'est Dr. Horrible. T'as avant, je crois. Oui, hein. Sing-Along blog, voilà, c'est ça. Avec... Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris, voilà, c'est 2008. Eh ben ça alors. Ouais, c'est 2008. C'est après. Donc, oui, vraiment, Elton est très précurseur. Hein. C'est le genre de gars qui aurait pu être sur TikTok avant tout le monde. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, il nous fait du vlog vidéo tranquille dans sa chambre pour expliquer à quel point il est obsédé par une personne qui s'appelle le docteur. Et que le docteur, on le rencontre parfois à certains moments, il est lié à des affaires spécifiques et tout ça. Et qu'il faisait partie, donc Elton faisait partie, parce qu'il parle au passé, d'un groupe de recherche sur le docteur qui réunit toute une
tout un flot de personnes qui sont aussi un peu perdues finalement. Un groupe de fans en fait. Oui, un groupe de fans du personnage historique, le docteur, qui font des recherches sur lui, mais qui en même temps, c'est des gens qui sont parfois un peu seuls dans leur vie, qui trouvent un moyen d'avoir du contact avec d'autres gens via ce groupe. Ça dérape en cover band de Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra. Ils s'amusent bien, ils ont du bon temps tous ensemble et ils finissent par se retrouver phagocytés. On peut dire ça. Oui. On peut dire ça par un gars qui s'appelle Victor machin truc, Victor Kennedy, mais voilà. Ouais. Victor Kennedy qui s'incruste dans leur groupe parce que lui il fait des recherches sérieuses sur le docteur. Et il a une méthodologie, il les domine un peu en gros, et puis progressivement il les bouffe aussi, accessoirement. Enfin il les absorbe plutôt. Et le docteur va finir par venir s'en mêler, mais vraiment très tardivement. Et le docteur a un petit mystère avec Elton quand il était très jeune. Oui, parce que Elton a vu le docteur quand il était enfant. Quand il était gamin chez lui. Et c'est pour ça qu'il est obsédé par le docteur, parce qu'il aimerait savoir en fait. Oui. Pourquoi. Mais c'est des souvenirs qui lui sont revenus au fur et à mesure. Ouais. C'est pas quelque chose qu'il avait ça en tête, il avait presque oublié. Quoi. Oui, par exemple, quand il a un flash lorsqu'il entend le bruit du TARDIS. Oui, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a pensé ? Moi j'aime toujours cet épisode et je suis toujours autant déçue de la fin. C'est horrible à quel point j'aime bien cet épisode. Il faut un poil trop loin en fait. Oui, mais ça va légèrement. Ouais, voilà, en fait, ça serait arrêté, on va dire, à la révélation du moment où Elton se souvient et fait finalement de pourquoi le docteur était dans sa maison quand il était enfant. Oui. Ça serait arrêté là, ça aurait été parfait. Parce que ce qui vient après, la conclusion, c'est sans doute. Je dirais pas que c'est la pire fin dans toute la série parce qu'à côté, il y a quand même Journey to the Center of the TARDIS. Oui, c'est vrai. Mais c'est la plus lourde de toute la série. Non, enfin, disons que c'est une blague un peu beauf. C'est en fait, autant que le docteur fasse revenir sa copine, pourquoi pas. Le problème, c'est que ça se finit sur « Ah, mais on a même une vie amoureuse. » Ils sont pas obligés de savoir ça. Et là, tout de suite, tu te dis ouais. Ouais, on n'était pas obligé de savoir ça, effectivement. Ouais, dans ta tête, tu pouvais t'imaginer des trucs pour des fanfictions si tu veux, mais en soi, je trouve que c'est vrai que c'est... En fait, c'est vrai qu'il y a... L'épisode aurait techniquement pu se finir un tout petit peu plus tôt. Il y a même un moment où tu m'as dit l'épisode aurait dû se finir là, et c'est vrai que c'était pas plus mal. Oui. Juste mais ça après en fait, ça aurait été une fin assez abrupte, voire peut-être trop abrupte. Il fallait une légère conclusion. Une légère conclusion, mais il aurait pu ne pas mettre la blague dans la conclusion. Ouais, non, c'est ça. En fait, il n'y a que la blague qui est vraiment très mauvaise et qui gâche un peu. En fait, tout le truc assez émotionnel quand même qui vient juste avant. Et cette blague est lourde. Oui. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est lourde. Oui, c'est vrai, elle est un peu trop légère dans l'épisode en fait. Ouais, c'est dommage. Ouais. Moi, il y a un truc, moi j'ai toujours aimé cet épisode, j'ai toujours défendu, pour la bonne et simple raison, il y a du Electric Light Orchestra. Oui, pas que, il y a aussi du Il Divo. J'avoue que quand j'ai reconnu Il Divo, j'ai eu l'impression d'être devenue adolescente. Du Il Divo. Mais bon, moi c'est surtout pour Electric Light Orchestra, qui est probablement un de mes numéros 3, des 3 groupes préférés. Ok. Tu le sais très bien parce que j'ai longtemps cherché un morceau en version longue qui n'existe pas sur vinyle. Oui. All Over Beethoven. Oui, je sais. Et donc, Electric Orchestra, on les connaît surtout pour Mr. Blue Sky, qu'on entend dans l'épisode d'ailleurs. Don't Break Me Down, qu'on entend aussi dans l'épisode. Et un troisième, j'ai un doute sur lequel c'est. All Over Beethoven aussi, on les connaît très bien pour ça. Hein. Ah, je suis pas sûr que ce soit. Non, l'autre chanson, c'est Turn to Stone. Oui, c'est ça, Turn to Stone, oui. Qui est aussi un morceau que j'aime beaucoup. Voilà. Mais ça, c'est parce que c'est principalement. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est principalement des morceaux qui viennent de l'album Out of the Blues, qui est l'album le plus connu d'Electric Light Orchestra. C'est un double album. Non, parce que dans Break Me Down, c'est Discovery, si mes souvenirs sont... Ouais, c'est juste après. C'est bien. Dans the Sun, j'ai oublié. Turn to Stone, c'est le cas. C'est Out of the Blue, oui.
Et Mr. Blue Sky aussi, mais c'est bien ça, Don't Bring Me Down, c'est l'album d'après. Ouais. Et... Perso, j'ai une préférence pour... j'aime beaucoup Revolver Beethoven et j'aime beaucoup Last Train to London. Bah, c'est Out of the Blues aussi, la Ouais, Spring je to sais, London. mais j'ai une petite préférence pour celle-là. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'Out of the Blues... Alors, désolé, je vais geeker un peu sur Electric C'était pas Orchestra. supposé être la présentation de la semaine parce qu'on Non, n'avait non. pas d'idée de présentation de la Non, on va semaine. parler de Mark Warren. Ah, je pensais qu'on avait parlé de Beauty Peter. Non. Ah, quoi qu'on pourrait parler de Bob Peter, on verra. C'est qui Mark Warren déjà? C'est l'acteur qui joue Elton Pop. Ah oui. Ah oui. On verra. Vous aurez la surprise dans la seconde partie. Vous a donné plusieurs pistes. Et donc, Electric Orchestra, Out of the Blues, c'est ce qui est, c'est en fait les vestiges d'un album concept. Mhm. Puisqu'à la base, il avait commencé, le leader Jeff Lynne avait commencé à travailler sur un espèce d'album concept avec toute une histoire. Mhm. Alors, je suis pas fan au point de vous dire exactement quoi, dans quelles conditions. Mais en fait, la moitié de l'album, c'est le vestige de cet album concept qui s'est finalement pas fait. Parce D'accord. qu'ils n'ont pas réussi à compléter, enfin ça marchait pas. Et donc, ils Ouais. ont fait ce double album. Un peu comme Bookends pour Simon et Garfunkel. Voilà. Et Out of the Blues est considéré comme étant l'album le plus accessible d'Electric Light Mhm. Orchestra, le plus disco. Effectivement. Clairement, pour certains morceaux, il y a vraiment ce côté disco. Même si C'est c'est celui pas dont la du disco. pochette est la plus connue aussi. Voilà, c'est le plus connu. Mais c'est pas celui que je préfère. Enfin, Ok. en tout cas, plus maintenant, depuis que je connais le reste de leur discographie. D'accord. Et j'ai une très grosse préférence pour leurs 3 premiers albums. Oui, qui sont très différents en fait. Qui sont très différents, mais il y a une raison très simple, c'est parce que c'est du rock prog. Oui, ce n'était pas encore du disco. Voilà, donc du rock progressif. Et c'est très différent. Moi, j'ai une grosse préférence pour rock rock plutôt que pour le pop rock disco, que j'aime beaucoup aussi. Mais il faut écouter les 3 premiers albums, donc c'est Electric Light Orchestra, Hello 2. Hello 2 et... Oh, j'ai oublié le nom du troisième. Ouais, non, ça je peux pas t'aider. J'ai pas ça en tête. Je peux aller faire une recherche, mais à part ça. Et il y a vraiment des morceaux excellents dans ces 3 albums que je conseille vraiment si vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être très déstabilisant si vous n'avez pas l'habitude du rock prog. Parce que le rock prog, comment tu définirais le rock prog, toi? Le rock prog, c'est du rock. Sous drogue. Non, non, non. Je dirais que c'est. Moi, je le prendrais dans l'autre sens. Je dirais que ce sont des compositeurs qui ont été influencés par le rock. Des gens qui auraient pu être compositeurs dans une autre période. Ouais, compositeur classique. Classiques qui ont été très influencés par le rock et la drogue. Un peu. Ouais, parce qu'il y a ça, parce que si on parle un peu rock prog, honnêtement, il y a beaucoup d'albums. Parce que le rock progressif, c'est quand même une courte période du rock. Même s'il y en a de temps en temps, même encore à l'heure actuelle, qui se... Alors, c'est On the disent... Third Day. Oui, le c'est ça, On the troisième Third Day. épisode. Il y a encore des groupes qui se disent rock progressif parce que c'est pas quelque chose qui a disparu, mais Ah, c'est tout quelque à chose fait. qui se fait beaucoup moins parce que c'est souvent des longs morceaux, Oui, c'est difficile de les passer à la radio. Hein. même quasiment impossible. Oui, à part, faut être classique 21 pour le faire. Quoi. Oui, c'est ça. Une radio belge qui passe en fait réellement les morceaux en entier. Je me Oui. souviens de plusieurs occasions. Une fois où j'allais te chercher au boulot et où en fait quand j'ai pris la voiture, ils commençaient à diffuser la face A de comment Tubular Bells et elle n'était pas encore finie quand je suis arrivée te chercher. Oui, parce que il fait 12 minutes normalement. Tubular Bells, non, il est beaucoup plus long. Il fait une vingtaine de minutes. Oui, alors... La face A fait une vingtaine de minutes. Je En tout confonds cas, toujours. là, c'était la version sur 20 minutes. Mm. Et un soir très tard, en revenant d'un concert, j'ai pris la voiture à Forêt Nationale à Bruxelles. Et à ce moment-là, j'habitais à Mons avec toi. Et arrivé sur l'autoroute, ils ont commencé à mettre... C'était Yes, c'était... Close to the Edge. Close to the Edge, voilà, c'est ça. Et je suis arrivée à Mons, que la chanson se finissait. Je disais, ah, ok, d'accord, c'était bien. Et j'ai acheté l'album la semaine d'après, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, parce qu'il est bon. Oui, il était bon, mais je c'est l'avais jamais probablement leur écouté, en meilleur fait. album. J'avais pas spécialement écouté avant, donc c'était une belle découverte. Après un chouette concert. Enfin bref, je dirais que pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter enfin, qui connaissent un peu le rock, mais qui n'ont pas l'habitude, qui savent pas ce que c'est que le rock prog et qui voudraient donner un coup d'oreille pour savoir, je dirais qu'il faut 2 choses. Il faut, être dans l'état d'esprit. Ouais.
c'est pas... En fait, c'est quelque chose que tu écoutes vraiment pour te détendre. Ah, il y a des moments où ça m'énerve, en Ouais, fait. voilà, enfin, c'est quelque chose... Parce que souvent, c'est des morceaux assez longs. Mhm. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut pas écouter dans des moments où tu es énervé ou des moments où t'as pas la tête à la musique, en fait. Parce que T'as c'est pas la vraiment... tête à la musique, ou alors tu as... Enfin, moi, par exemple, j'ai je dirais la zapette chronique. Hmm. C'est que s'il y a une chanson que j'ai pas envie d'écouter, j'avance. C'est pour ça que j'aime écouter certains albums sur vinyle, parce que Tu peux c'est pas beau, avancer ouais, je comme peux, ça. enfin si je pourrais le faire, mais c'est beaucoup plus fastidieux de se lever, d'aller changer, d'aller viser sur la bonne face, tu vois. Ouais, Donc moi, quand je découvre un album, je préfère toujours le découvrir comme ça. Si la chanson me saoule, je l'écoute quand même jusqu'au bout, tu vois. ouais, c'est vrai. Et effectivement, c'est difficile d'être dans cet état d'esprit parfois. Oui, parce qu'on a Euh, l'habitude en fait d'utiliser, de consommer la musique, tu sais, à une vitesse, d'avoir ce... En fait, le format radio a complètement parasité la façon dont on consomme la musique et dont on l'écoute. oui, et le streaming aussi, parce que notamment avec le shuffle, donc de mélanger tous les morceaux. Bah, j'aime bien le faire quand j'ai fait une compilation de mes morceaux préférés, je fais un shuffle, ouais, ok. Mais un album, parfois, ça a du sens de l'écouter dans le bon sens. Oui, oui, il y a des albums où c'est très important. Et ça se perd avec le shuffle. D'ailleurs, gros troll, désolé, deuxième fois que je cite Paul Simon dans ce C'est pas podcast. grave. Gros troll de Paul Simon il y a quelques mois où il a sorti un de enfin, son nouvel album. En fait, c'est plus un EP qu'un album, mais bon, parce qu'il dure quoi, une trentaine de minutes. Ah, il est court. Il est très très court. Il n'y a qu'une Mais face sur vinyle. non, il y a deux faces, mais assez courtes en fait. Mais il est en train de perdre l'audition en fait. Il a Ah, commencé c'est à ça. perdre l'audition au moment où il était sur cet album. Donc je pense pas qu'il l'ait bâclé. Je crois qu'au contraire, il l'a très soigné, mais il n'a pas été au-delà de 7 morceaux. Hmm. Et en fait, il considérait que les morceaux devaient s'écouter les uns des autres. Donc en fait, il a posté un gros morceau de 30 minutes sur Spotify en mode fuck. Ouais, Allez. mais c'est pas plus mal parce que Spotify, si t'as pas la version Oui, payante, bah, tu c'est dans le tapes. désordre. Non seulement c'est dans le désordre, mais tu cherches un morceau que tu veux écouter, tu cliques dessus et t'as quand même un autre morceau. Oui. Et ça, c'est très Donc, chiant. donc là, il a juste fait un gros doigt d'honneur à Spotify et à YouTube et au système de shuffle. Ouais. Et si tu veux écouter, tu dois écouter les 30 minutes. Voilà. Pour finir sur rock progressif, moi ce que je vous conseille c'est d'écouter donc les 3 premiers albums d'Electric Light Orchestra si vous ne connaissez pas. Oui. Parce qu'il y a une grosse note classique dans ces 3 albums plus que par la suite. Mhm. La composition est un peu plus riche aussi, même si honnêtement Electric Light Orchestra c'est quand même assez riche. Est-ce que tu conseillerais des albums de rock prog? Moi oui j'en ai quelques-uns, notamment Deep Purple et l'un de leurs premiers albums. Oui, ok. Je ne sais pas quel album tu parles. J'ai un gros doute, je vais juste regarder pendant que toi tu en proposes. Moi j'ai tendance à virer vers le rock prog folk. Oui. Donc, Et c'est il y vrai a que nous, on a des choix, on a des goûts différents. oui, assez différent, oui. On n'aime pas forcément les mêmes albums. Alors moi, je conseillerais par exemple le groupe Renaissance, Mm. qui fait des trucs vraiment très bons. Pour débuter avec eux, je conseille assez bien le concert c'est au Albert, non, c'est au Carnegie Hall du groupe Renaissance, qui est vraiment très agréable à écouter parce que c'est un peu leur meilleur morceau. La captation est bonne pour un concert. Il y a une bonne ambiance et ils vont quand même assez loin dans le morceau, ils les raccourcissent pas quoi. Ouais, c'est ça. Sinon comme album tout seul, Ashes Air Burning et chez Razad, Oui, qui sont vraiment de très bien, Renaissance, ouais. de Renaissance. Alors, fou là là, en fait là je suis en train de regarder mes disques et j'ai vraiment un gros blanc. Donc vas-y, tu as trouvé Alors, le... oui, moi, l'album de Deep Purple que je conseillais, c'est Deep Purple. En fait, c'est leur 3e album qui date de 69. C'est vraiment la première époque de Deep Purple, donc c'est vraiment assez rock, psychédélique, rock progressif. Oui. Et on a plusieurs morceaux que je conseillerais. Donc, le premier, c'est Chasing Shadows, qui est le morceau d'ouverture d'ailleurs de l'album. Mhm. Blind, qui est pas mal aussi. Et surtout April, qui est le dernier morceau qui fait 12 minutes.
Alors, vous allez probablement me dire, si je vous dis à chaque fois, ouais, il me propose un morceau de 12 minutes, où est-ce que je vais prendre le temps d'écouter ça? C'est quasiment la temps de la moitié de Big Finish, quoi. Bah, écoutez ça dans votre voiture, ou je sais pas. Ouais. Mais après, c'est vraiment intéressant parce que c'est le mélange entre Mhm. le rock de Deep Purple, mais le classique présent. À une raison près, c'est que le pianiste se nomme John Lord, qui est Mhm. malheureusement décédé et qui était l'un de mes pianistes préférés, était capable de faire des compositions classiques, à tel point, et il y a une raison, c'est qu'ils ont fait un album qui s'appelle Concerto for Group and Orchestra, qui n'a été fait que à très peu d'occasions, Oui. et l'album a été composé en 3 jours. Ouais. C'est le fameux album qui est mal enregistré. Oui, Oui. malheureusement, il a un défaut, c'est qu'il a été mal enregistré, donc le son est Ah, pas la optimal. captation est pas folle. Hein, Voilà, mais il a quand même été joué à, je crois, 2 jours de suite au Royal Albert Hall avec le Mhm. London Symphonic Orchestra. Mhm. Et donc, c'est littéralement un groupe de rock qui répond à un groupe de musique classique. Ouais. Et pour un truc composé en 3 jours, c'est pas le meilleur morceau de musique classique que vous aurez entendu, c'est Mhm. pas du Beethoven, mais c'est quand même vraiment très bon. C'est en 3 morceaux, c'est en 3 parties. Vraiment, le troisième morceau, il arrache. Alors, ben, autant proposer quand même quelques autres groupes. Ben, on parlait tout à l'heure de Tubular Bells, on a Michael Field. Ah oui, ça c'est le plus important. Ça Euh, aussi, alors ça, Tubular Bells, composé quasiment en une nuit le truc. Tu te oui, dis, et le gars, il était à peine majeur quand il a écrit ça. Michael Field, oui. autiste. Il Alors, déteste la foule. oh, tu m'étonnes. Alors, il y a Alan Parsons Project que je peux proposer aussi, mais pas Ouais, tout. pas tout, non. Pas tout. Les débuts. Qu'est-ce que je voulais. Ah mince, Aphrodite Child, est-ce qu'on peut considérer C'est que. très spécial. Je Ouais, ne considérerais pas Aphrodite Child parce que c'est vraiment très spécial et l'album 666 est vraiment bien. ouais. Mais alors, faut vraiment être dans un état d'esprit particulier pour Mm. l'écouter. Je pensais à Wallenstein, mais pas tout aussi. Il y a cet album qui s'appelle Stories, Songs and Symphonies, Oui, il est bon celui. qui est très bon. Yes, on a parlé de Yes tantôt. Je suis en train de passer. Genesis. Genesis, le début de Le début Genesis, de ouais. Genesis, au moment où Peter Gabriel était encore dans le groupe, est très rock prog. Très psyché aussi. Ah, Flower, pardon. Mais c'est Si. bon. Oui, c'est bon, oui, oui, oui. Je pensais à un concert où, Oui. quand il disait à Flower, il changeait tout à fait de Et il a un costume et il costume. était un costume de fleurs. Et c'était Peter Gabriel. Ah, c'était Peter Ah, Gabriel. c'était Peter Gabriel. Ouais, c'est vrai. Il s'est calmé depuis. Ah, t'en as pas tellement de Deep Purple finalement. Non, j'en ai pas tellement. Mhm. Continue à. Ouais, le rock prog, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut écouter dans un Est-ce que certain les Eagles, esprit. c'est du rock prog? Ouais, un peu petit certains peu. morceaux. Eagles, c'est le groupe dont Douglas Adams a repris un des morceaux pour en faire le thème de Oui. H2G2, c'est-à-dire Journey John to of the the- Sorcerer. of the John of the Sorcerer. Sorcerer. Exception, mais Exception. ouais, c'est sympa aussi. Écrit avec Orchestra. Emerson, Lake and Palmer. Oui, aussi. Qui fait Mason Désolée, j'ai plus de 700 ELP, disques, en fait. c'est mon problème. Ouais. Oh, on en a déjà donné quelques-uns pour voilà. écouter. Ouais, Trees. Très, mais le vinyle est super rare. Ouais, ouais. Et ça, c'est du difficile. folk, en fait. Ouais, c'est du folk, mais il y a un peu de prog dedans. Hmm. Ce serait du folk prog, donc sans le rock avec. Un peu comme Steel Eye Spawn aussi. Hmm. Qui ont aussi leurs très longs morceaux. Hein. Tamim Ah est un oui, super- Iron Butterfly avec le morceau Inagada Davida Oui. qui apparaît dans les Simpsons dans un gag qui m'éclate. Parce que quand on connaît le morceau fait presque 20 minutes aussi, je crois. Mhm. Et en fait, Bart Simpson est à l'église et il a remplacé en fait toutes les partitions par Inagada Davida. Donc ce qui fait qu'à la messe, la pauvre, celle qui est au piano, elle fait le morceau en entier. La Et pauvre. tout le monde est en transe à la fin de la messe. Après c'est pas illogique, puisque Nagada Davida, c'est littéralement une mauvaise compréhension entre deux membres du groupe quand l'un disait on va appeler ça dans le jardin d'Éden. Mais ouais, In a Garden of Eden. Enfin, bon, Inagada bref. Davida. En rock prog moderne, je parlerais peut-être de Jack White avec Lazaretto. Ouais, C'est un encore. album concept, mais c'est pas. C'est un ouais. album concept plus que du rock Ouais. prog parce qu'en fait, Jack White,
J'arrive pas à les classer. Non, moi non Et je plus. suis pas très fan aussi. Jethro Tull. Jethro Tull aussi, qui est très bon. Mais c'est aussi du folk. C'est aussi ouais, il y a du folk, et puis il y a John Lord ici, Sarah Band. C'est du folk, et c'est un peu les parrains à Steel Iceman. C'est ça. Inferno, qui était Emerson. Ah oui, ok. King Crimson. Oui, Kim Crimson. Qui tourne aussi vers le folk. In a Court of the Crimson King. Oui, Crimson King. et oui, vous connaissez certainement la pochette de cet album avec un gars en très au gros plan. On a presque réussi à reproduire la fausse cette pochette il n'y a pas longtemps avec bébé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bref, on va revenir peut-être un peu à Doctor Who. Oui, pardon. Alors, l'Absorbaloff, qui est souvent considéré comme étant le point noir, parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de gens qui parfois n'ont pas vu l'épisode et qui s'imaginent que tout l'épisode, en fait, c'est ça. Ouais, Et, alors qu'il n'est pas là très longtemps. Alors que l'Absorbaloff, c'est un peu le cliché de Doctor Who, quoi. Tu sais, ces monstres en latex qui sont ridicules et qui font. Ouais, franchement, s'il y a des gens qui considèrent que l'Absorbaloff c'est l'un des pires monstres de la nouvelle série, non, je trouve que c'est mal. Il était volontairement ridicule, en fait. Oui. Il est joué par le comique Peter Kay, donc un comique anglais qui a lui-même voulu jouer dans Doctor Who. Et du coup, c'est Victor. C'est Victor Kennedy. Oui. Ok, donc il joue à la fois le gars en costume et le gars Oui, voilà. en vrai. Ok. Il joue les deux. Mmh. Et alors, c'est une rumeur, parce que je l'ai vu mentionner plus d'une fois sur Twitter et sur Facebook, mais je ne l'ai jamais vu mentionner, en tout cas dans une interview, dans une publication officielle. Mhm. Ce qui peut se comprendre quand je vais dire ce que je vais dire. Mais a priori, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Absorbaloff et le concept même de l'épisode est une critique envers Ian Levine. Et Oui. quand on connaît un peu le personnage, on peut se dire, ouais, c'est un peu légitime dans le sens où effectivement Ian Levine, c'est ce fan qui arrive dans un groupe, mais qui considère que les recherches qui doivent être faites sur Doctor Who doivent être sérieuses. Et tout ce qui sort un peu en dehors, effectivement, c'est pas bien. Mhm. Alors, c'est un peu insultant envers Ian Levine. Le personnage est ce qu'il est, et c'est vrai que, bon, il n'est pas toujours très sympa sur Internet, Non. même pas souvent. Non, non, du tout. Mais d'un autre côté, je trouve, enfin, si c'était vraiment le cas, je trouve que c'est encore plus insultant de faire tout un épisode sur le gars. Oui. Tu vois. Voilà. C'est oui. Mais c'est- En gros, c'est supposé effectivement quand même représenter les fans, on va dire Les normies. passionnés. Non, les fans passionnés, mais Oui. qui sont là Pour le fun, le pour se fun. rencontrer. Voilà, tout ça. c'est ça. Et les fans pinailleurs, Ouais. Ouais, c'est ça, en les, fait. les tatillons, spéciales dédicaces. Il les... n'écoute pas Gaïka, je pense. Non, je pense pas. Bonjour, Si tu tatillons. l'écoutes, dis-le nous et laisse un commentaire. Voilà. Quelque part. Voilà, voilà, serait plutôt Victor / la Zorbalov. Et ça m'attriste un petit peu parce nous sommes des Victor. Non, on l'est pas, faut pas exagérer. Non, on est plus dans la team Elton. Oui, c'est ça, c'est juste, on fait des trucs fun, quoi. On n'est pas du genre à être, enfin, je veux dire, à être si... Beaucoup moins sévère sur qu'avant, les beaucoup trucs. moins qu'avant. Mais non, mais je pense que J'étais plus avant. tous les fans passent toujours par cette phase du « Ah, j'aime bien Doctor Who, c'est sympa, je vais regarder. » Et puis soudainement, tu commences à avoir plus de choses à connaître parce que tu es pile poil dans une période. Oui. Période Moffat, période RTD, période Chibnall. Et dès que ça change radicalement, tu commences à dire « Ouais, mais non, ça ne correspond pas avec le reste. » Ah, ben justement, j'ai eu mon collègue d'une autre bibliothèque avec qui j'ai été au téléphone pendant 5 minutes aujourd'hui, Waouh, complète, où on a parlé que de Doctor Who. waouh. Oui, mais je savais déjà que c'est... Et il me disait, oh là là, qu'est-ce que je regrette Matt Smith. Je disais, ah ouais, mais enfin, faut passer à autre chose quand même, Ouais, c'est ça. Sébastien. Mais donc le truc c'est que en fait tous les fans je pense passent plus ou moins par cette période où c'est oh j'aime bien, oh attention c'est super bien, je sais tout sur le sujet, ah c'est dégueulasse ce qu'ils font, et ensuite c'est oh bah tant pis. Oui, et je pense qu'on est dans le... Oh bah, tant pis. Ouais, mais il y en a qui dépassent pas cette Non, qui non, arrivent bien pas à sûr, ça là, ouais. tu vois, parce que bon ça peut se comprendre en fait quand tu es fan de la série depuis quasiment les années 60. Oui. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir regardé, disons, 30 ans de série Oui. et de passer à autre chose, tu vois. Ouais, je sais, ouais. Parce que honnêtement, la première série et la deuxième série, c'est déjà un jour et la nuit. Hein. Ouais, tout à fait. Pour un fan de la première série, la deuxième série, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est limite, enfin, c'est une nouvelle série, quoi. Enfin,
c'est très différent. Sur la structure, sur la manière dont c'est monté, sur la manière dont les scénarios sont faits, tout ça. Donc je peux le comprendre. C'est pas pour ça que j'assume, enfin je dis que c'est bien de critiquer à fond, non, au contraire. Mais ça peut se comprendre. Mais bon, j'ai vu la critique mise en avant par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. J'avoue que vis-à-vis de Russell T. Davies, j'ai un peu du mal à savoir s'il serait capable ou non de faire ça en fait. Ouais, parce que quand on y pense, ça fait un peu, un peu salaud. Ouais, c'est ça. Et je pense pas que parce que en fait l'épisode pour lui c'était un message d'amour envers le fandom. Oui, et ça se ressent d'ailleurs que c'est plus un message d'amour que de haine, Ouais. parce que ça n'a pas du tout le même mood que l'épisode avec Sherlock, dans du coup Sherlock BBC, où C'est on saison voit... 3. Ouais, je crois que c'est saison 3, où on voit les fans qui pensent que que Sherlock est vivant, qui font des théories, et tout ça. Là, on ressent pas l'amour, là. Ouais, c'est plus ironique. Ouais, on ressent pas l'amour du tout de la part de Moffat, alors que oui, et c'est pour ça, je pense que j'aime quand même, malgré cette horrible blague de fin, c'est pour ça que j'aime quand même beaucoup Love and Monster, parce que c'est la plupart du temps les fans, mais c'est ce qu'on aime être entre Wuvian. Oui, parce que quand tu regardes un peu comme nous, on est un tout petit peu dans les fan clubs, on a vu pas mal de choses depuis. Et quand tu vois les personnages de cette histoire, au final, ça correspond assez à ce qu'il y a. Bon, t'as pas, je dirais pas que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui cherchent leur gamine qui est perdue à cause de la drogue. Non. Mais Oui, d'un autre mais côté, j'ai rencontré notamment dans le fandom de Toro beaucoup de gens qui sont un peu écorchés quand même. oui, Tu vois ce que je veux dire? oui. Qui Moi, je me ont rappelle. des difficultés pour certains trucs et qui sont qui prennent de la... qui trouvent de la joie dans le fait de faire partie du fandom par rapport à un quotidien qui n'est pas forcément toujours très joyeux. Oui, d'ailleurs, dans le staff de Gay France, fut une période, on a eu une personne autiste, mais tu sais, sévère. C'était Scalpinoc. Il n'y a pas d'autisme sévère. Si, Il y a parce que plusieurs types d'autisme. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand. Parce tu sais il était revenu à des conventions, mais on avait ses parents avec lui. Oui, Parce qu'il n'était pas capable de sortir tout seul, parce qu'en plus il était jeune, tu vois. oui. Et ses parents nous avaient dit, je crois, que c'était des rares fois, tu vois, où il se mêlait à des gens. Mhm. Oui, je me souviens. Et Il avait un intérêt spécifique sur l'espace Cybermen. voilà, Et c'est il était ça. très intéressant quand il expliquait vraiment long, large et travers D'ailleurs, les Cybermen. il a fait des Gaïcast avec nous. Oui, oui, je me souviens. Donc, donc ça montre bien que parfois les fandoms, en fait, on les critique souvent, on les ridiculise souvent. Mhm. Surtout du côté des Américains, où par exemple, quand on montre des fans de Star Trek, c'est toujours des gros boutonneux Oui. qui sont dans leur cave à collectionner le moindre numéro. Alors qu'en réalité, bah, en fait, c'est pas du tout ça, quoi. En tout cas, j'ai rencontré des tonnes de gens différents dans le fandom d'Autorou. C'est très diversifié, ça n'a rien à voir. Il y a C'est ça. de tout. Et globalement, en tout cas dans le fandom jeune, j'ai envie de dire, c'est des gens relativement ouverts. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est le principal. Question, est-ce qu'on peut considérer Moody Blues et l'album Day of Future Past de Rock Prog? Oui. Ok. Les Moody Blues. Et oui. tu sais ce qu'on a complètement oublié? Non. Pink Floyd. Ah bah oui, Pink Floyd. Ouais, mais en même temps, Pink Floyd, ça dépend aussi de la période, parce que Oui. euh, La Procolarum aussi. Un petit le début de Pink Floyd, c'est trop psyché. peu. Ouais. Faut vraiment aimer le psychédélique pour aimer le début de Pink Floyd et leurs premiers albums, que je n'aime pas par exemple. Mhm. Pas spécialement en fait, parce que en fait, honnêtement, il y a certains des albums, faut vraiment être défoncé pour les apprécier. D'accord. Il y avait notamment, j'ai oublié son nom, mais l'un des leaders de Pink Floyd à l'époque, qui a quitté le groupe à une période, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le groupe a changé de sonorité. Je suis pas sûr d'ailleurs, je me demande si c'est pas à ce moment-là où Roger Waters est aussi rentré dans le groupe. J'ai un doute. Parce que je connais pas assez l'histoire de Pink Floyd honnêtement. Mm. Mais donc quand ce membre-là est sorti du groupe, il faut savoir qu'il était vraiment très accro à la drogue, à tel point que pendant les concerts, il jouait qu'une seule note. Pendant tout le concert. Oui. C'était son trip. Mais bon, il y a la seconde période de Pink Floyd, enfin, je connais pas encore une fois assez.
mais il y a plusieurs albums dont j'aime beaucoup de cette période-là. Et c'est pas ceux qu'on entend toujours, parce qu'on entend toujours parler de Dark Side of the Moon, Oui. Ou qui est The un Wall. très très bon album, ainsi que The Wall, qui sont de très bons albums, mais c'est des albums qui sont concept plus que rock prog. Mhm. Dark Side of the Moon, il y a plus ou moins une continuité dans l'histoire, mais c'est des petits morceaux, tu vois. Et The Wall, c'est un album concept, clairement, parce que Oui. ça raconte une histoire du début à la fin. Et par contre, Atom Heart Mother, Oui. ça raconte rien, c'est juste de la musique. Et mon autre préféré, qui est donc Medal, Oui. puisqu'il y La a, Medal est très bon. il y a deux morceaux que j'adore dessus. D'ailleurs, il y a un des morceaux, quand il le joue en concert, on Mais entend j'allais y clair. venir. Ouais, voilà. J'allais y venir, justement. Donc dans Medal, il y a deux morceaux que j'adore. Il y a bien sûr le morceau de fin qui est... Maintenant j'ai des trous. Comment One of These Days? One of These Days, oui. Non, non, ça c'est pas One... non. One of These Days, I will get you. In Little Pieces, ça c'est le nom complet. Medal. Je vais vite regarder sur Wikipédia. Est-ce qu'on parle plus du tout de l'épisode là? Non, pas du tout l'épisode, mais c'est pas grave. Ouais, je crois que c'est... Oui. Donc, petit rappel, vu que tu es en train de faire une recherche, il n'y a pas différents degrés d'autisme. Il Oui. y a de l'autisme avec ou sans problème comment, autre en fait. Oui, non, mais Souvent, c'est ça que je voulais dire en fait. Oui. C'est qu'en sociabilité, il avait beaucoup de mal d'habitude. Ouais, c'est ça. Et Donc il y a que les c'était son curseurs. intérêt spécifique qui lui permettait en fait Voilà. d'être dans le groupe. C'est les curseurs qui sont positionnés différemment. Et c'est pour ça, et comment ce n'est plus du tout répertorié dans le DSM-5, les niveaux d'autisme. C'est on est autiste ou on ne l'est pas, et on a plus ou moins de difficultés sur certains points. En fait. Oui, voilà. Et un des points peut être la sociabilité, ça peut être la sensibilité, l'hypersensibilité à certains sens par exemple, qui peuvent poser problème aussi très fortement. Voilà. Donc il n'y a pas autiste lourd et autiste léger, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est ça que je voulais dire en fait. Oui, bien sûr. Désolé. Non, mais je préfère toujours le dire pour ne pas Qui est de malentendu, Ouais. tout à fait. Donc le morceau dont je voulais parler, c'est Icos, qui fait quand même 23 minutes 31 secondes. Oui. C'est le morceau qui a beaucoup de succès à l'époque. C'est la phase 2. Mon père me disait toujours qu'il passait la moitié du morceau pour endormir les gamins en colonie de vacances. Mais c'était pas lui le gamin en colonie de vacances? Si, justement. Ouais, voilà. Mais le morceau le plus important, c'est One of These Days I'm Going to Get You in Little Pieces, qui est souvent raccourci à One of These Days. D'ailleurs, sur notre album, c'est comme ça qu'il est nommé. Mais il faut savoir que ce petit morceau, quand même de 5 minutes, est entièrement instrumental, a un petit easter egg quand il est joué en concert. Et Tout il à est fait. toujours joué en concert à l'heure actuelle, d'ailleurs, quand il y a des concerts Pink Floyd. Puisqu'il y a un petit passage dans le morceau où en fait les quelques notes de Doctor Who ou Do We Who Oui, sont jouées. tout à fait. Voilà. Mais uniquement en concert pour éviter les problèmes de droit. Parce que Tout sur à fait. l'album, on peut savoir où c'est quand on sait où c'est. Oui. On le C'est- reconnaît un peu, mais c'est Voilà, pas une des- fois qu'on l'a écouté en concert, on ne peut plus ne plus l'entendre en fait en C'est ça. version album. Hein. Mais la version concert, ce qu'il y a, c'est que c'est marrant, c'est qu'il y a plusieurs versions concert qui existent sur des albums de concert où tu as clairement le thème de Doctor Who dedans. Oui. Donc finalement. Mais je crois qu'il avait, c'était au cas où qu'il Ouais. avait fait ça. Et cet album est quand même assez connu pour une autre chose, parce que c'est aussi l'un des concerts publics sans personne les plus célèbres de Pink Floyd, Oui, puisque c'était le concert à Pompéi. tout à fait. Voilà. Et donc l'album est joué à Pompéi, dans une arène de Pompéi, Oui, sans personne. oui. Vraiment. Quand j'ai visité Pompéi, j'étais la seule à la classe à le savoir déjà. Voilà. Ce qui est très marrant, c'est que c'est un prêtre qui nous l'a expliqué en long, large et travers. Mais ça n'empêche pas. Ah oui, il était C'est très ta fan de barbe. Pink Floyd. C'était la période où t'es pas obligé d'avoir pris de la drogue pour apprécier Pink Floyd. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est l'album qui te procure Ouais. des sensations, tu vois. Après, c'était très marrant qu'il nous fasse visiter le lupanar aussi. Ah oui, ça c'est drôle par contre. Ouais, c'était très drôle. Ça c'est drôle. Si vous savez pas ce que c'est, allez voir sur Google. Attention, ne le faites pas au boulot. Ah oui, non, vaut mieux pas. Alors, j'essaye de retrouver. C'est Nick Mason, je crois.
Non, c'est pas Nick Mason, ça c'est... Attends, on devrait peut-être passer au-delà de Pink Floyd à un moment donné, non? Mais je vais juste me retrouve... Syd Barrett, voilà, d'ailleurs il est décédé. Mais Syd Barrett, c'était un des membres principaux du début de Pink Floyd, et c'était vraiment... toute la période Syd Barrett, honnêtement, maintenant elle est difficilement écoutable. Après, je peux comprendre qu'on aime, mais c'est pas mon trip. Ok. C'est trop psyché pour moi. Mhm. Il y a des morceaux qui sont vraiment trop psychés. Sinon, il Ouais. y a un groupe aussi qui s'appelle Quatermass, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Mais j'appellerais pas ça comme facile d'approche pour commencer. Non, pas forcément non plus, mais c'est Mm. marrant qu'il s'appelle Quatermass. Ouais. Bref, maintenant, on va en terminer avec le sujet principal sur la musique progressive. Et nous allons parler du portrait de la semaine. Mark Warren. Alors, c'est un nom que, à mon avis, vous n'êtes pas beaucoup à connaître. Pourtant, c'est quand même Elton Pop. Ah oui, Elton Pop. Pop. J'aime bien ce nom. Ça sonne marrant. J'aimerais bien voir Rowan Atkinson dire Pop. Bref, c'est un acteur que moi je connaissais avant Doctor Who. Enfin, j'ai un doute. Il faut que je regarde dans sa filmographie, mais a priori, Les Arnaqueurs VIP, c'est avant son apparition dans Doctor Who. probablement, il était aussi dans un des Young Indiana Jones, apparemment. Oui, il a fait beaucoup de séries, mais on va Oui. revenir sur ça dans l'ordre. Je regarde juste rapidement. Agatha Hussle. Oui, c'est ça, donc 2004. Donc juste avant Doctor Who, parce que je connaissais cette Tu as série-là. regardé avant, ok. Ouais. Parce que Les Arnaqueurs VIP, ça passait sur Paris Première à l'époque. D'accord. Ouais, moi, je ne l'ai jamais vu parce que j'avais pas Paris Première. Bon, t'as vu des épisodes avec moi. Oui, bien sûr, mais à l'époque, je ne l'ai pas vu. Alors, Mark Warren, né en 67, le 20 mars 1967, il est acteur anglais. Mhm. Il est né à Northampton, dans le Northamptonshire. Et surtout, en fait, avant de se diriger vers le théâtre et tout ça, il voulait aussi se diriger vers la magie. D'accord. Il est intéressé par la magie, la précipitation et le mentalisme, apparemment. Et il sait aussi Il aurait eu jouer de la la bonne tête pour ça, je trouve. Voilà, il sait jouer de la guitare aussi. D'accord. Donc, il a commencé le théâtre en fait assez tôt, en mai 86, et par la suite, il a apparu dans diverses pièces de théâtre. Notamment Comme- The Pillowman, Voilà. qui continue toujours à jouer, mais pas par lui. Hein, mais Non. voilà, c'est une pièce assez classique, moderne, on va dire. C'est vrai? Oui, oui. Non, je connaissais D'ailleurs, c'est lorsqu'on était à Londres, il y avait comment elle s'appelle? Allez, c'est la chanteuse aussi. pas. Qui Tina joue- Turner? Mais non. Ah non, je sais. Comment elle s'appelle? Ah mince, attends. En tout cas, je pense que Lily Allen. Lily Allen, voilà, Lily qui Allen. jouait dedans. Je sais que Tennant a aussi joué dans ces rôles-là. Donc, c'est, on va dire un classique moderne, ce Pillowman. Ouais. Donc, il a fait il a fait un peu de théâtre. Enfin, il est apparu dans pas mal de pièces de théâtre, mais il a surtout fait de la télé et du cinéma en fait. Mhm. Et alors, il a commencé d'abord par la télé. Je vois en 87 dans la série The Bill. Il apparaît dans un épisode. Il a aussi apparu dans Casualty, Grand Gilles, Heartbeat. Et dans un épisode de Young Indiana Jones, donc le jeune Indiana Jones. Alors, c'est une série que j'ai jamais regardée. Non. Il y a deux raisons à ça. Oui. Alors, la série Indiana Jones, c'est qu'en fait, elle n'est pas visible dans son format d'origine. D'accord. Parce qu'en fait, Lucas a remonté tous les épisodes Mhm. pour que ça suive une chronologie. Parce qu'en fait, tu vois, Indiana Jones a 3 périodes de sa jeunesse. D'accord. Mais les épisodes, en fait, alternaient. Ok, il les a remontés Ouais, pour que ça c'est- suive. Et en fait, il a complètement remonté les épisodes. Et surtout, en fait, il a supprimé les introductions avec un vieux Indiana Jones à notre époque. Qui a vraiment été effacé complètement. Parce Ah, c'est dommage. qu'il n'apparaît plus du tout dans la série. Et en fait, maintenant, en DVD, tu as plus que cette version remontée qui est apparemment assez chiante à regarder. Parce qu'en fait, vu que les épisodes ont été complètement remontés, remixés, c'est super poussif. D'accord, l'esprit d'époque Mais est plus là, l'esprit est ouais. plus là, voilà. Ok. Donc, heureusement, la série d'époque, dans son format d'origine, a été diffusée encore très récemment à la télé française. Parce que. Donc, en téléchargement, elle est trouvable. D'accord. J'ai juste jamais fait, j'ai jamais téléchargé cette série.
À peu près au même moment, il a commencé à jouer dans des films d'ailleurs. Hein. Oui, oui, effectivement. Il a commencé à partir peu de que je connaisse. 95. Il y en a aussi aucun que je connais. Il y a Ah, Boston Caccord, Shine, Bring Me the Hellraiser Head of Deeder. Maris Davis. Oh! Attends, non, attends. J'essaie de... Tu me dis Hellraiser? Hellraiser Deeder. Oh, il est dans un des films Hellraiser. Alors ça, c'est pareil, c'est... Oh mon Dieu. C'est un des... Ça fait partie des mauvais Hellraiser, parce que c'est en fait des scénarios que la boîte avait et changer quelques trucs pour intégrer l'univers de Hellraiser, grosso modo, D'accord. pour pouvoir ensuite vendre le projet un peu plus, D'accord, ok, oui. pour pouvoir conserver les droits. D'accord, en fait, il C'est cosplayait du direct des... au DVD. Ok, ok. L'horreur. Honnêtement, le seul que j'ai vu dans le début de sa carrière, c'est Les Contes du Disque Monde. C'est le premier téléfilm dédié à l'univers de Terry Pratchett. En anglais, c'est Terry Pratchett's Hogfather. Enfin bref, ça reprend l'intrigue du père Porcher. Donc à la base, c'est un roman du Disque Monde qui se passe dans le cycle de la mort. Oui. On suit Suzanne, la petite fille de la mort, qui est interprétée, si mes souvenirs sont bons, par celle qui joue Lady Suzanne dans, Ah oui, c'est fort possible, je crois que c'est elle, oui. Downton Abbey, c'est Michel Decry. Oui. Ouais. Et Mark Warren joue l'antagoniste principal, c'est-à-dire Mr. Tea Time, en fait, c'est juste qu'il tient... T.I. Timey. Tea Time. Il tient vraiment au fait qu'on doit le prononcer de cette manière-là. D'ailleurs, je pense que la traduction de son nom en français doit être inscrite au dictionnaire à côté de coup de génie. Oui. Parce que la blague « Oh, je ne veux pas qu'on m'appelle Tea Time, je veux qu'on m'appelle Tea Timey » en anglais, c'est juste drôle parce qu'il ne veut pas se faire appeler Tea Time. Mais en français, l'heure du thé, monsieur l'heure du thé, devient « Je préfère qu'on m'appelle le redouté ». Ah oui, ça l'allait bien. Ce qui est, de la part du traducteur, dont j'ai oublié le nom, Patrick Couton. Patrick Couton, j'allais dire. Patrick Couton est un coup de génie, comme, oui. comme il en a beaucoup eu dans la saga du Disque Mais de Monde. toute façon, la traduction française est même reconnue chez les Anglais. Elle est étant reconnue comme excellente. très bonne et elle a reçu un prix d'ailleurs, sa traduction. Enfin, c'est vraiment du génie. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que ce gars-là n'a jamais traduit quoi que ce soit d'autre. C'est même pas un traducteur, Ouais. c'est un musicien, ce gars. Et puis il est même pas spécialisé chez Pratchett, parce qu'il n'a pas tout traduit chez Pratchett. Et il n'a pas tout traduit, il n'a pas traduit Good Omens, il n'a pas traduit les autres séries, mais il a vraiment traduit tout le Disque Monde, ça oui. Il était passionné par le Disque Monde. Et non, c'est parce qu'à un moment donné, les gens de chez La Talente lui ont demandé parce que la première traduction des premiers tomes était très poussive. Je sais pas si c'est celle que j'ai lue ou il est repassé dessus, celle que j'ai lue. Il est repassé dessus, celle que Il tu est as lue. repassé dessus. Parce que de base, les bouquins sont pas extra. Les donc, 3-4 premiers tomes sont... Non, les 3 premiers tomes sont un peu poussifs. Après c'est génial, hein, mais ça reste bon quand même quand c'est poussif. Ah non, mais il y a des bons trucs, hein, mais c'est juste que c'est pas extra. Quoi. Mais c'est sans doute l'une des meilleures traductions, adaptations qui soit. C'est du génie permanent, en fait, cette VF. J'en pourrais en parler des heures, mais c'est pas le sujet. Bref, il joue le Redouté, qui est un personnage assez charismatique, en fait. Surtout charismatique dans son envie d'être charismatique. Surtout ça, c'est intéressant. Ça fait partie des bons méchants chez Pratchett. Et si vous essayez de les voir, il va falloir télécharger parce que le DVD n'est plus édité et le seul que je viens de repérer sur Vinted coûte 70 balles. Parce qu'ils ont tous sorti en français et à l'époque j'en ai acheté que 2 sur les 3. J'avais acheté Discworld, donc l'adaptation des 2 premiers tomes, avec Rincevent et Deux Fleurs. Ouais. J'avais acheté Timbré, l'adaptation de Timbré. Et celui-là je l'avais pas acheté et je sais pas pourquoi. Après le truc c'est que moi je les ai vus et ils sont pas ouf. Hein. Ah, ils sont vraiment pas ouf. Timbré, j'ai réussi à le regarder en entier, mais alors Discworld, non, j'ai pas pu. C'est un mauvais téléfilm de dimanche après-midi. Ouais. Hein. En fait, si tu veux, moi, ce que je regrette avec ça, c'est que effectivement les idées sont bonnes, mais c'est filmé avec 0 budget et 0 génie. C'est Sky. Ouais, c'est ça. C'est Sky, c'est ça. En fait, ils auraient fait ça vers la BBC. Et pour l'instant, il y a une sorte de malédiction profonde des adaptations de Terry Pratchett, parce que
les 3 épisodes... C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont franchement pas ouf. Et du Disque Monde, hein, pas des adaptations de Pratchett. Il y a... comment... Je suis en train de réfléchir. Il y a la fameuse série The Watch, donc, qui est supposée adapter le guet, donc Morpork, donc le cycle du guet, qui est vraiment plus qu'une purge à ce niveau-là. Parce que autant ils sont pas ouf, les autres téléfilms, ils sont pas franchement atroces, alors que cette série-là, elle est franchement intense. Déjà, elle a été faite par des Américains qui n'ont pas compris le livre, du tout. Ah, ils n'ont pas cherché, à mon avis. Ils n'ont pas cherché, non. Ils ont juste pris les tropes des personnages et se sont dit qu'on va faire un truc sérieux et sombre là-dessus. Oui. Bien sûr. Ensuite, il y a The Truckers, donc l'adaptation du premier tome du grand livre des gnomes, que j'ai vu quand j'étais enfant. C'est le premier Pratchett que j'ai regardé, qui est, je sais pas si en anglais ça l'est, mais en français c'est un Lost Media. Oui, il est introuvable en français. Introuvable totalement. Je l'ai vu sur la RTBF, j'en ai un très grand souvenir. Mais même en anglais, je pense qu'il est très difficilement trouvable parce que les seuls extraits que je trouve sur YouTube, c'est vraiment du TV RIP et c'est vraiment atroce. C'était de l'animation en stop motion. Ouais. Plutôt bonne en fait. Je dirais qu'elle est du même niveau à l'époque que la Vandercastle, qui est l'une des dernières séries de Jerry Anderson, qui était aussi en stop motion. Et Good Omens. Good Omens, c'est la seule adaptation vraiment bonne. Parce qu'elle a été supervisée par Neil Gaiman aussi. Voilà, c'est ça. Ah, tu sais que les téléfilms de Sky ont été plus ou moins adoubés par Terry Pratchett. D'ailleurs, il joue dans chacun des 3. Mais oui, mais je peux l'accepter. Tu vois. En fait, c'est le truc avec... Pratchett se prenait pas au sérieux. Oui, c'est ça. On a complètement parti. Oui. Mais c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Mark Warren. J'étais en train de regarder un truc. Parce que elle a... Ah oui, c'est ça. En fait, la fille de Terry Pratchett a écrit le scénario de Rise of the Tomb Raider et de Tomb Raider, les remakes oui, jeux. Oui, c'est une auteure de jeux vidéo. Mais je me demande si elle n'avait pas écrit un Hellraiser aussi. J'ai un gros doute. Et je crois qu'elle tu peux chercher Ariana Pratchett. Oui, c'est bon. Non, elle a écrit le scénario de Mirror's Edge. Non, je vois pas. Il me semblait, mais j'étais pas sûr. Bref, il a joué aussi Mark Warren. Pour revenir à Mark Warren, il a aussi joué dans le film Wanted avec Angelina Jolie, Martin Freeman et James McAvoy. C'est un film où on arrive à tirer en courbe les balles. Ah bon? Un film qui est assez mauvais. Et on va se tourner plutôt vers la télé parce qu'il y a plusieurs projets télé que je connais. Donc il a apparu dans pas mal de séries pour un épisode. Donc Young Indiana Jones comme on parlait plus tôt. Et surtout en 97 avant. Il apparaît quand même dans un épisode de la série Highlander. Ok, oui, que ça tu as particulièrement regardé apparemment. Alors c'est pas que je l'ai particulièrement regardé, mais Highlander a une sonorité spéciale pour les Français, je pense. Parce que c'est en France que le film a eu le plus de succès. Parce qu'aux États-Unis, le film... Pardon. Non, faut pas regarder. Oui, désolé, j'étais en train d'essayer de trouver le DVD en français. Parce 257 €. 257 € sur la Fnac, ben dis donc. Bon. Tu fais pas de bonnes affaires. Non, je pense pas. La série Highlander, ce qui est marrant, c'est que c'est une série qui est coproduite avec la France. Donc, ce qui fait que Duncan MacLeod, qui est donc de la même famille que le MacLeod des films, mais c'est pas le MacLeod des films, a pendant une période une péniche le long de la Seine, à Paris, en face quasiment de Notre-Dame. Ouais. Ça m'a toujours éclaté, parce que moi je me suis toujours dit, j'aimerais bien avoir une péniche là en fait. Et donc il apparaît dans un épisode. Il faut savoir aussi que dans cette série là, il y a un épisode où il y a comment il s'appelle, le comique qu'on n'aime pas. Bon, il y en a plein, je sais, mais c'est celui qui joue dans les campings et les compagnies. Franck Dubosc. Franck Dubosc apparaît dans un épisode. Tu sais, moi j'ai rien spécialement contre Franck Dubosc. Non, c'est toi qui l'aimes pas. Non, j'aime pas ses films. Ah oui, non, j'aime pas ses films. Après, le gars, ça va encore. Bon, il a des techs pétés parfois, mais comme tout le monde, quoi. Mais
donc il apparaît aussi dedans. Donc il y a pas mal d'acteurs en fait français et anglais qui sont apparus dans cette série que tout le monde a oublié, mais qui existent. D'accord. Et je l'avais plus ou moins suivi à moitié, donc c'est pour ça. En fait, c'est le genre de série, tu la regardais parce que ça passait à la télé, D'accord, oui. pas parce que tu avais envie de la regarder. Il apparaît aussi dans un épisode de la série Oliver Twist, dans les 4 épisodes en fait. Il joue le moine. Et il apparaît aussi dans Band of Brothers. Alors, Band of Brothers, je sais pas si tu te rappelles de cette série, mais elle avait eu un énorme succès quand elle était passée à la télé. C'était pas Spielberg qui avait travaillé sur Band of Brothers? Non, je suis pas sûr. Mais c'était dans la veine de Il faut sauver le Oui, soldat c'est Ryan. peut-être pour ça que je pense à Spielberg. Comment il y a moyen de l'avoir à 49 € sur Rakuten? C'était créé par Tom Hanks et Spielberg. Oui, je savais Voilà. que c'était du Spielberg. Alors, moi, tu sais quoi Je me souviens à l'époque, mes parents prenaient le ciné-revue et pendant plusieurs mois, il y avait régulièrement une couverture avec Band of Brothers. Du coup, Ah, mais c'est pour ça que il y avait eu beaucoup de pubs autour de cette série. comme Lost à l'époque, ça avait Ouais. ça avait été très très... Et Desperate Housewives aussi, qui avait eu énormément de succès à ces périodes-là. Et je me souviens des couvertures de Band of Brothers. Je les trouvais assez impressionnantes. Mais je l'ai jamais regardé. Bah, moi non plus, en fait. C'est ça qui est assez drôle. C'est que j'étais en vacances, en plus, en Bretagne, quand ça passait. J'étais chez le voisin d'à côté, où de temps en temps, j'allais dormir chez lui, parce que, en fait, on passait les vacances, on se faisait chier, donc on passait de l'un à l'autre de temps en temps, parce que, voilà, fallait s'occuper. Quelqu'un de ton âge, en fait? Ouais. Ah, ok. Et la voix... oui, J'ai jamais entendu parler de cette personne avant que tu m'en parles. parce que j'ai jamais eu de contact au-delà de ça, en fait. Ah ouais, ok. Parce qu'il habite, il habitait loin en France, et je le voyais qu'aux grandes vacances d'été. Bon, ok, Et c'était le petit-fils de notre voisine. d'accord. Comme toi, Et, t'étais le petit voilà. fils de leurs voisins, eux. Bah non, parce que c'était à Saint-Maillot, en fait. C'était Ah, pas- d'accord, ok. Rien à voir. Longue histoire. Mais grosso modo, lui, il était fan de Band of Brothers. Il ratait pas une diffusion. Et moi, j'étais là. Ouais, je vais voir autre chose. mais là, en fait, c'est parce que c'était à l'école, on entendait sans arrêt parler de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, Et et ça j'avoue te qu'en fait, saoulait. ça m'intéressait pas du tout en fait, de regarder une série sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que j'en avais bouffé pendant plusieurs années. Je Mhm. sais pas pourquoi, mais à chaque année scolaire, au collège, on passait une moitié de l'année sur la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi. Ok. C'est un grand mystère. Donc, après ça, il apparaît dans 2 épisodes de NC... Ah non, je confonds, je croyais que c'était NCIS, parce que... en fait, il y avait... La fille de Pratchett a écrit le scénario d'un jeu NCIS. D'accord. Voilà. Dans State of Play, il a apparu aussi, bien sûr, dans l'Hercule Poirot d'Agatha Christie, Miss Marple. Tous les acteurs anglais passent par série là. Oui. Il n'y a pas Et- aucun doute. J'allais dire, c'est même étonnant qu'il n'ait pas été dans Doctor Who. Mais en fait, si. Bah si, il a parce été que c'est dans le Sun Pop. C'est pour ça qu'on en parle. Ah, c'est surtout- pour ça qu'on en parle. Et Non, surtout, c'est il a été l'un des personnages principaux de la série Les Arnaqueurs VIP, Hustle en anglais. Mhm. Et là, ça va être moi qui vais peut-être un peu faux dumper dessus après D'accord. toi, Terry Juste Pratchett. avant, il était quand même sur l'iPhone de Mars aussi. Enfin, juste avant que tu... Oui, il parles apparaît dans sur l'iPhone Mars aussi, ouais. Il apparaît dans un Voilà. épisode. C'est les trucs les plus... Voilà, vas-y, infodumpe-moi sur Seul. Voilà, donc Les Arnaqueurs VIP, c'est une série que j'aime beaucoup. Qui a 2 périodes en fait, parce qu'elle a une période où elle s'est arrêtée. Et c'est en fait une série qui suit des arnaqueurs, Mhm. mais pas comme on a l'habitude, c'est-à-dire qu'en fait ils arnaquent pas des gens honnêtes. Oui, Et ça fait plaisir en oui, fait. ils arnaquent des cons, quoi. Parce que je sais que toi t'aimes pas trop les séries d'arnaque, Mhm. et t'avais un peu de mal avec les séries au départ, parce qu'en fait t'as le côté arnaque, tu vois, Oui. ou argent facile, tout ça. Mhm. Et en fait tu t'aperçois que tous ceux qui arnaquent, en fait c'est des gens qui sont mauvais. Oui. C'est pas Ils des méritent, bons, quoi. ils Ils méritent, quoi. méritent, quoi, d'une certaine manière. Donc, c'est ce qui sauve vraiment la série. Ça, et le fait que ça fait partie de ces séries qui sont excellemment bien filmées, qui Mhm. sont excellemment bien mis en scène, avec des scénarios qui sont bien écrits, avec des retournements de situation. Et ça fait plaisir de voir ce genre de série. Non, mais c'est vrai, moi, en fait, c'est ça qui m'avait tapé dans l'œil à l'époque dans cette série-là. D'ailleurs, ça fait partie des premières séries anglaises de ce style que j'ai vues. Que t'as regardé, oui, parce que oui, surtout si c'était avant même Doctor Who. Oui, c'était avant Doctor Who, mais c'est surtout que les séries anglaises que je connaissais à cette époque-là, c'était les séries des années 70, 60, Oui. 80. Enfin,
Enfin, même ça, Qui 60-70. tu vois. techniquement n'existait plus. Ouais, celle qui était plus produite, Amicalement Vôtre, celle qui passait en boucle sur M6. Mhm. Et de cette période-là jusqu'à ce que je regarde les arnaqueurs VIP, en fait, les seules séries auxquelles j'avais accès, c'était principalement les séries américaines. Oui. Donc les experts, que j'ai regardé quasiment, enfin j'ai regardé une bonne partie de la série, une bonne moitié, à tel point que j'achetais les Blu-ray, enfin les DVD. Je re-regardais les DVD. Ah oui. Ouais, À ce point-là, oui. les premières saisons des experts étaient vachement bien. Mhm. NCIS. Oui. NCIS, c'est une série que j'ai suivie à l'époque. Le Caméléon, Stargate, Buffy. Non, pas Buffy. Je regardais pas Buffy, je dis une bêtise. Enfin bref, Charmed. Oui. Toutes ces séries-là, en fait, pendant une période, on avait accès que aux séries américaines finalement. Mhm. Les Arnaqueurs VIP, ça fait partie des premières séries anglaises auxquelles j'ai eu accès et que j'ai regardé de manière moi-même, quoi, que j'ai été chercher. Oui, que Pas tu que je cherché, regardais, que t'étais les... Comment... Que tu les suivais Voilà, assidûment, quoi. voilà. Mhm. Et Les Arnaqueurs VIP, c'était une série qui était diffusée sur Paris Première. On avait Paris Première, sans doute parce qu'on était à Paris. Ah, peut-être. Oui. Je suis pas sûr parce qu'en fait, en dehors de Paris, j'ai jamais réussi à avoir Paris Première en dehors de Paris. Donc je pense que c'est une chaîne, en tout cas à l'époque, que tu pouvais avoir que quand enfin gratuitement, parce qu'on l'avait Oui. gratuitement. D'accord. Parce que sinon, tu payes le câble et tu l'as, quoi. Oui, parce que je me souviens qu'elle était sur elle était sur Canal+, le petit moment où j'ai eu Canal+. Ouais, Je crois. c'est Hein. fort possible. Enfin, à Et, l'époque, ça s'appelait BTV ou un truc de ce genre. et c'est une série, je me rappelle qu'il y avait certains de mes potes à l'époque qui m'en avaient parlé, tu vois, qui avaient dit ouais, c'est une bonne série, tout ça. Mhm. Mais c'était vraiment la période encore collège, quoi. C'était vraiment encore. Mhm. On en parlait à la cour de récré, quoi. C'est Oui. marrant de se dire ça. Et c'est une série que c'est l'une des premières séries que j'ai téléchargées Mhm. pour avoir les épisodes en français parce que justement elle était tellement peu diffusée à la télé parce qu'il n'y a que 6 épisodes par saison. Oui. Donc Pour pouvoir en profiter. ouais, pour en profiter. Ça fait partie des premiers DVD que j'ai achetés parce que Koba Film Effectivement, Video oui. a sorti les 2 premières saisons en DVD et ils se sont arrêtés là. D'ailleurs, pour préciser, c'était Koba Film qui éditait les Terry Pratchett. Oui, aussi, hein, Koba Film ont édité beaucoup de choses comme ça. je Koba vois. Film a fait beaucoup de bien Ouais. diffusion de séries anglaises. Et c'est vraiment une série que j'adorais. Mon père aussi l'a trouvé géniale. Mhm. Et en fait, elle a cet aspect des séries anglaises modernes, tu sais, où il y a des gimmicks de montage ou de mise en scène, mais en fait, c'est pas des gimmicks qui apparaissent dans tous les épisodes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. que par exemple, dans 2-3 épisodes de la première saison, tu as un moment où tout s'arrête autour de 2 personnages principaux, Mhm. des arnaqueurs, et ils se mettent à discuter de la situation. Pendant que tout autour d'eux, tout est arrêté pour avoir un petit commentaire sur la situation, tu vois. Ouais. Et c'est utilisé que très très peu dans la série, tu vois. C'est pas un truc où tu auras C'est ça à chaque systématique, oui, épisode, voilà. quoi. C'est pas une recette que les Américains ont copie ad vitam Oui, c'est ad pas, nauseam. c'est pas Phineas et Ferb qui ont la même structure d'épisode pareil à chaque Ouais, c'est ça. épisode, quoi. Donc ce qui fait que t'avais Avec vraiment... les mêmes paroles, les mêmes trucs. C'est ça. Ouais. Et donc Mark Warren joue Danny Blue, un jeune arnaqueur en fait qui rejoint l'équipe qui est dirigée par Mickey Briggs. Oui. Et dedans, parmi les acteurs, il y a quand même... je vais rapidement reprendre la liste des acteurs parce que je l'ai oublié. Dedans, il y a quand même Adrian Lester qui donc joue Mickey Briggs, qui est un acteur anglais assez connu, qui l'est toujours d'ailleurs, il joue dans pas mal de productions. Mais on a surtout Robert Glenister, qui est le frère De Jean Ouais, Genie. de Jean dans Life on Mars. Life on Mars, Exactement. ouais. D'ailleurs, ils se ressemblent énormément. Mais il y a juste la différence de poids en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Sinon, c'est des copies-collées. Voilà. Et surtout, on a un acteur quand même qui a du kilométrage, puisqu'il y a Robert Vaughn dedans. Alors Robert Vaughn, on le connaît surtout, enfin en tout cas toute une génération le connaissent pour jouer dans la série des agents très spéciaux. Il joue un des 2 agents en fait. D'accord. Avec, attends, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom de son personnage, je vais regarder rapidement. Parce que c'est vraiment un de ses gros rôles, Robert Vaughn. Et il apparaît aussi dans beaucoup de séries, mais les agents très spéciaux, c'est Napoléon Solo. Ouais, il s'appelait Napoléon Solo.
Et Elia Kuryakin, qui était son collègue, en fait, est joué par l'acteur qui joue dans NCIS Ducky, et qui est mort aussi maintenant. D'accord. Ouais. Donc, pour moi, Les Undercover VIP, c'est une série que je conseille vraiment. Mhm. Il y a 8 saisons maintenant, parce qu'il y a eu une pause, en fait, après 4 saisons, la série s'est arrêtée, faute un peu d'audience, parce que la 4e saison est pas terrible. Coproduite par les Américains. Ah, c'est ça. C'est à mon avis ça. Mais déjà, la 3e saison, il commençait un peu à s'essouffler, en fait, au niveau des idées de scénario. Et la 4e saison finit un peu d'achever le truc. Mais par la suite, en fait, ils vont plus loin dans les idées et ils arrivent à remonter, quoi. Donc, ils arrivent à refondre un Ah oui. épisode. Mais il y a eu une pause de plusieurs années, en fait, entre les D'accord. deux. C'est pour ça d'ailleurs que Copa Film n'a édité que les 4 premières. Les Et- 2 premières. Ah, les 2 premières seulement, Je pense honnêtement qu'elle s'est pas du tout vendue. Hein. Ok, Je pense que d'accord. c'est pour ça Ouais. qu'ils ont jamais. Parce que, en fait, les 4 premières saisons ont été diffusées à la télé en France. Ça, je le Mhm. sais, parce qu'il y a le doublage français. Et ils ont édité que les 2 premières saisons assez rapidement. Mhm. Donc, je sais pas, il a dû se passer quelques mois entre les 2 premières saisons. En tout cas, moi, je les ai achetées assez rapidement. Et ils n'ont jamais sorti la suite. Et je pense honnêtement que c'est parce que les ventes des 2 premières saisons n'ont pas été suffisantes. Ouais. Parce que, à mon avis aussi, c'était une série qui a été diffusée juste sur Paris Première. Donc, Oui. sur le câble et pas sur une grande chaîne. Moi, je sais que par la suite, elle a été diffusée sur M6, il me semble. En tout cas, sur une chaîne un peu plus visible. Mais en tout cas, pendant des années, je l'avais vue que sur Paris Première. D'accord. Ouais. Bon, ok. Allez voir les Undercover VIP, allez voir du Terry Pratchett. C'est ce qu'il faut retenir de ce Gallicast. Il joue toujours, et d'ailleurs sa dernière série en date, c'est la série Van der Valk. Ouais, et Big Boys aussi. Ouais, alors la série Van der Valk, je vais en parler un tout petit peu parce qu'en fait c'est un remake Mhm. d'une série qui s'appelait Van der Valk. Mhm. Et il joue le personnage principal qui est donc Pete Van der Valk. Et c'est une série, je crois que l'original, oui, c'est ça. Ça se passe à Amsterdam, c'est des enquêtes policières à Amsterdam. D'où le Van der Valk. Van der Valk, évidemment. Ça paraît logique. C'est pour moi, Van der Valk, c'est des hôtels, mais Ouais, il y a un peu de ça. voilà. Mais donc c'était une série policière qui se passait à Amsterdam et c'est un remake. Alors je sais pas si elle est toujours en cours. Mais en tout cas, ben, elle est toujours produite, elle est toujours filmée là-bas d'ailleurs, Mhm. aux Pays-Bas. D'accord. Donc il y a 3 saisons et en tout il y a 9 épisodes. Hein. Ce qui est marrant, c'est que ça a l'air d'être une coprod, parce que par exemple, le compositeur, il est très probablement hollandais vu son Ça nom. c'est quoi, Mathias Keboom? Non, Matthijs Matthijs. Oh, j'étais pas Keyboom. loin, ça va. J'étais pas loin. Keyboom. Keyboom. Boom. Boom. C'est dur à dire, hein, le flamand. Bref, mais cette fois-ci, c'est ITV. Hein. D'accord, c'est ITV. Ouais. Ok. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Mark Warren. C'est un acteur qui est toujours qu'on voit toujours à la télé anglaise en fait. Mhm. C'est un acteur qu'on voit pas forcément dans des premiers rôles, quoique dans Van der Valk il est le premier rôle. Oui. Dans les Undercover VIP, il était aussi un des premiers rôles. Il a une bonne tête. Dans Doctor Who, il joue Oui. un personnage sympa. Oui, franchement, il est attachant. Ouais. Sauf dans Pratchett où il est vraiment affreux. Effrayant. Ah oui, mais il joue le redouté en même temps. Oui. C'est pour ça. Voilà, donc rendez-vous dans le prochain Gallicast. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur gallifrance.fr et sur Patreon pour avoir un Gallicast en avance et d'autres vidéos en avance. Et nous vous donnons rendez-vous dans le prochain Gallicast. Et puis, bah, va Vavoom.